Merci à tous d'être là. On sait que c'est difficile en ce moment, hein, la situation économique est compliquée, la situation de la Nouvelle-Calédonie est compliquée, et donc que vous passiez un peu de temps pour venir voir ce que la société civile économique et les acteurs économiques ont fait et ce qu'ils proposent pour notre pays est à la fois pour nous un grand honneur, une responsabilité, mais surtout c'est votre projet, c'est votre collectif. Donc merci. Alors comment ça va se passer? On le veut dans un format assez informel, hein, donc un petit temps de présentation de ce qu'est NC Eco et les différentes étapes qui l'ont amené à aujourd'hui, et notamment à la participation à la convention des partenaires. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est les échanges hein, avec vous. Et donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous voulez vous engager, n'hésitez pas. Voilà, donc je crois que c'est qui commence? Monsieur Bio. On va se présenter peut-être. Donc, vous avez Mimsi Deley qui est présidente du MEDEF. Vous avez Nicolas Bio qui est vice-président de la CPME. Arnaud Buffin qui est membre consulaire à la CCI et aussi contributeur au MEDEF, hein, et qui a participé à un groupe de travail, qui a piloté un groupe de travail particulièrement important qui est l'efficience institutionnelle. Et donc moi-même, David Guyenne, président de la CCI. Bien, donc bonjour à tous. Et tout d'abord, on va expliquer ce qu'est NC Eco. Alors NC Eco, qu'est-ce que c'est? C'est un consortium qui s'est créé juste après le comité des signataires qui avait lieu à Paris et qui a établi la date du dernier référendum, hein, celui de décembre 2021. Et qui, donc juste après cette réunion, l'ensemble du monde économique a voulu se rassembler pour peser sur les débats et parler d'une seule voix. Donc c'est ce qui est marqué sur le slide, hein. Donc de façon totalement apolitique et en se concentrant sur les enjeux économiques. Donc l'idée étant de peser sur les débats en rappelant qu'au-delà des institutions et des, on va dire, des institutions territoriales ou des postulats politiques, il y a des fondamentaux qu'il faut respecter dans tous les cas pour que l'on ait une économie viable. Et de même, nous avons eu à cœur de construire, ou du moins d'essayer de développer un modèle économique, social, qui aille vers la prospérité du territoire. Donc ce consortium, il représente la totalité du monde économique. Il est composé des 3 chambres consulaires, donc la CCI, la CMA et la Chambre d'agriculture, des 3 fédérations patronales représentatives au niveau interprofessionnel, donc le MEDEF, la CPME et l'UDP, mais également de tous leurs syndicats professionnels affiliés, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les fédérations, il y a aussi les syndicats qui les composent, qui sont membres du comité exécutif du consortium. Et enfin, la 3e composante, c'est NC Cluster, c'est-à-dire l'organisation qui rassemble tous les clusters de l'économie calédonienne. Voilà, donc le travail qui a été mené, c'est donc au-delà de ces fondamentaux qu'il y a également des piliers sur lesquels il faut que l'on puisse s'appuyer pour générer une économie pérenne et une économie stable. On peut passer au slide suivant. Non, celui d'avant, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc, dans un premier temps, on avait donc fait un travail pendant toute la période pré-référendaire qui consistait à déterminer ces fameux fondamentaux dont je vous parlais
et ces fameux piliers. Donc les fondamentaux, on les a, c'est donc le système monétaire bancaire, l'état de droit, l'égalité devant la loi, etc. Ce sont des éléments qui, pour nous, sont intangibles et qui ne doivent absolument pas être altérés et qui doivent être présents dans tout modèle calédonien, quel que soit par ailleurs le statut du territoire, qu'il soit dans la France, pas dans la France, autonome, pas autonome, etc. C'est quelque chose de très important puisque à ce stade-là, le référendum n'avait pas eu lieu. Ensuite, on a établi un certain nombre de piliers qui, eux, sont des éléments qui doivent être pris en compte et qui doivent être étudiés pour que notre économie soit non seulement pérenne, que nous allions vers la prospérité, mais également que ces éléments-là soient utiles, soient efficaces et soient soutenables par la population. Voilà. Donc, aujourd'hui, on avait donc, du coup, lors de ces premiers travaux, sorti une brochure qui a été présentée à l'État, lors d'une visite que nous leur avons faite en juin 2021. Et dans cette brochure, il y a une fiche sur chacun de ces fondamentaux et une fiche d'orientation sur chacun de ces piliers. Voilà, aujourd'hui, le segment, enfin la séquence référendaire est passée et NCECO entend poursuivre son action en sensibilisant les acteurs politiques et notamment du coup ceux qui ont été appelés à faire partie du comité des partenaires, donc notamment les acteurs politiques et donc de sensibiliser ces acteurs à l'ensemble de ces piliers, à l'ensemble de ces fondamentaux et de promouvoir une vision d'un modèle pérenne et soutenable et surtout d'assumer une autonomie économique. Voilà. À ce stade, je regarde de temps en temps les réseaux sociaux et ça vaut ce que ça vaut, mais quand je vois des commentaires du style il n'y a pas suffisamment de Mélanésiens, pas suffisamment d'Océaniens dans NCECO, alors là ça m'énerve. Justement, notre démarche est vraiment de dépasser et de pouvoir nous dire qu'on travaille pour tous les Calédoniens, que justement on ne regarde pas les couleurs, on ne regarde pas les différentes communautés ou les différents partis politiques. En revanche, on est là pour représenter l'ensemble de la société civile et économique évidemment, mais on a beaucoup travaillé dans nos groupes de travail, nos ateliers, avec donc des élus qui viennent des îles, des élus qui viennent du Nord, des personnes qui sont portées volontaires pour assister à nos groupes de travail. Et donc les personnes qui ont des problèmes, ce sont celles qui disent comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de personnes, de chefs d'entreprise mélanésiens, etc. Et ça, je pense que quand on aura dépassé ce genre de questions, on aura franchi une étape pour la Nouvelle-Calédonie. Oui, vas-y. Bonjour à tous. Alors je vais faire un truc qui se fait peut-être pas, c'est que je vais essayer de m'écarter des slides. Ah, vous m'entendez? Oula, il va falloir que je le mette très très près. Je vais essayer de m'écarter un petit peu des slides et vous dire ce qui s'est passé ces 8 derniers mois. On a commencé ce groupe de travail donc, sur l'efficience institutionnelle au mois de mars 2022, avec pour objectif de pouvoir transmettre un rendu courant du 3e trimestre donc 2022, ce que l'on a fait. Au mois de mars, quand on s'est dit très bien, alors quelle pourrait être la Nouvelle-Calédonie de demain, institutionnellement parlant, il a fallu déjà savoir ce que l'on pouvait avoir, c'est-à-dire quelles étaient les compétences aujourd'hui exercées, Nouvelle-Calédonie, province, État, et on a sollicité l'intégralité des exécutifs pour leur demander très bien, tout simplement, transmettez-nous un document Excel avec l'intégralité des compétences que vous exercez, des compétences que vous déléguez, et ce que l'on aimerait, c'est avoir
un état des lieux financier sur les 5 dernières années pour savoir un petit peu combien ça coûte, la compétence exercée directement et celle déléguée, combien en termes de subsides vous touchez. On s'est aperçu très rapidement que ce tableau-là n'existait pas. Donc on s'est débrouillé tout seul, on a pris la loi organique, on a mis en place et on a organisé ce tableau-là Excel en prenant l'intégralité des compétences, en les affectant à l'exécutif. Et on a obtenu un rendez-vous auprès de la province Sud. Et on a fait ensuite croiser ce tableau avec la province Sud pour arriver à un tableau consolidé commun, province, donc émanant de la province Sud, mais on peut considérer que ça doit être le même pour le Nord et pour les îles, avec les compétences exercées, les compétences déléguées. Donc on avait une photo, aujourd'hui on a une photo qui représente les compétences exercées, déléguées de la province Sud, mais on va dire du Nord et des îles, puisqu'on n'a pas eu de retour, qui permet de pouvoir avoir cette photo de départ. Nous n'avons pas eu de retour de la Nouvelle-Calédonie et nous avons eu un retour beaucoup plus tardif de l'État, qui nous a permis dans ce cas-là d'avoir un retour également avec des données beaucoup plus détaillées de l'État. La deuxième partie de la fusée, c'était de dire, au vu de ce premier document, on va mener ensemble des entretiens avec des personnes ressources par des différents secteurs d'activité qui vont nous permettre de pouvoir déterminer, avec 2 questions et un guide d'entretien qui était commun à l'intégralité des entretiens, qui était de dire, OK, comment avez-vous vécu ces 30 dernières années en termes institutionnels? Pour faire simple, c'était la grande première partie de l'argument du questionnaire. Et la deuxième partie, c'était de dire, comment vous voyez les choses pour les 30 prochaines années, pour demain. Donc ce questionnaire a été croisé avec plein de secteurs d'activité. Je vais le faire très rapidement. On a reçu la santé, on a fait plus de 40 heures d'entretien. La santé, la mine, l'industrie touristique, le BTP, bref, beaucoup de secteurs d'activité, et je m'excuse si j'en ai oublié, et si des personnes sont dans la salle, qui nous ont permis de pouvoir intégrer dans un tableau l'intégralité des retours sur ces 2 parties-là. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort, et c'était la 3e partie qui était la partie brainstorming, il en ressort quoi? Que ces 30 dernières années, les accords de Nouméa qui ont été mis en place ont créé un cadre institutionnel qui ont permis de rétablir la paix et pour laquelle les entreprises se sont intégrées dans ce cadre institutionnel et ont créé du développement économique. C'est un modèle qui est empirique de par son système, puisqu'il a valu un transfert au fur et à mesure de compétences à la Nouvelle-Calédonie qui sont empilées dans un cadre juridique qui est des fois même pas clair et qui est même tranché par certains tribunaux, notamment sur des dernières compétences. Je pense notamment à l'aide médicale, ou du moins au transfert de la santé, qui a fait l'objet de jeux de tribunaux assez récents. La résultante complémentaire, c'est que par exemple pour la province Sud, 40% des compétences qu'elle exerce aujourd'hui ne sont pas des compétences de droit. Quand je dis de droit, c'est-à-dire de droit établi par la loi organique, ce sont des compétences qui sont déléguées. Et en plus, ces compétences déléguées l'ont été à un instant T, il y a quelques années, avec des financements idoines, fléchés, mais qui n'ont pas foncièrement évolué dans le temps. Donc là, déjà, on a une première problématique. Une deuxième problématique qui remonte de l'intégralité des entretiens, c'est de dire que, pour faire simple, l'économie de la Nouvelle-Calédonie, c'est pour ça qu'on met dans la slide « Assumer économiquement notre autonomie ». 50% du budget de la Nouvelle-Calédonie, pour faire simple, c'est des transferts financiers de l'État. 50%, ce sont des ressources propres de la Nouvelle-Calédonie. Ces 50% de transferts de l'État, c'est les fameux 180-190 milliards de francs CFP, plus des éléments complémentaires, notamment liés à des contrats de développement. Nous, ce que l'on dit, le constat que l'on fait, c'est que ces 30 dernières années, la Calédonie s'est construite sur 2 piliers, 2 jambes, qui sont les transferts financiers de l'État et la mine. Avec 2 piliers qui sont chancelants aujourd'hui, puisque le processus institutionnel dans lequel on se trouve fait qu'on peut se poser la question de comment vont se poursuivre les transferts financiers de l'État, première question, donc on ne peut pas construire un avenir sur quelque chose qui est chancelant. Et deuxièmement, la mine, vous le savez tous, est quelque chose qui fait vivre beaucoup de personnes en Nouvelle-Calédonie, mais qui n'est pas quelque chose qui génère du résultat, qui génère de la fiscalité directe, on va dire, pour la Nouvelle-Calédonie, et quelque chose qui est non stable, je veux dire, ou plutôt qui nécessite une stabilité dans le temps. Donc le modèle que l'on a essayé d'imaginer, qui était la 3e partie de ma fusée, qui était de dire un brainstorming avec l'intégralité des personnes qui voulaient bien réfléchir, était de déterminer, ok, très bien, comment peut-on contourner cette photo, cet état de fait, pour essayer de dessiner un modèle de demain.
Ben, on se dit tout simplement, ces 30 dernières années, la Nouvelle-Calédonie n'a pas foncièrement construit son modèle d'avenir. Tout le monde parle de secteurs d'avenir depuis 30 ans, mais personne ne les a jamais mis en place. Tout le monde parle de plans de développement économique, de plans de développement touristique, de plans de développement sur l'agriculture, mais aujourd'hui, fort est de constater que peu de secteurs ou peu de filières ont été mises en place. Et quand on creuse et quand on regarde que ceci, on arrive assez rapidement à la conclusion que les secteurs et les moyens, on les connaît plus ou moins. Je vais prendre simplement que le cas du tourisme. Le cas du tourisme, on a eu un plan de développement concerté, un PDT-CNC de la Nouvelle-Calédonie qui a été fait par KPMG en 2005. Il a été actualisé en 2010. Ça s'appelait ensuite les ateliers du tourisme en 2016. Et quand on regarde les conclusions, on arrive grosso modo systématiquement aux mêmes conclusions, avec des mêmes procédés, sauf que le modèle institutionnel n'a pas permis de mettre en place les recommandations qui avaient été faites par l'intégralité de ces cabinets. Donc nous, ce que l'on dit dans le nouveau modèle de demain, c'est qu'on va inverser le paradigme. Et c'est la slide, je ne sais pas si on y est, c'est la slide suivante. Ce n'est pas un modèle parfait et ça ne se veut pas être le modèle de la Nouvelle-Calédonie de demain. Ça se veut simplement être une piste de réflexion à partager avec l'intégralité des partenaires, des politiques. Et ça ne se veut bien évidemment qu'être un modèle basé sur l'économie de la Nouvelle-Calédonie. On ne parlera pas du tout du politique, on ne parlera pas de corps électoral, on ne parlera pas de toutes ces choses-là. Ces choses-là, ce seront bien évidemment exclusivement et réservées aux politiques. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'on veut inverser le paradigme. C'est-à-dire qu'on veut faire en sorte que les secteurs d'avenir soient sanctuarisés et on veut que le législatif et l'exécutif soient mis au service de ces secteurs d'activité. C'est pour ça que vous pouvez voir qu'on a une stratégie qui est plutôt bottom-up, qui est plutôt, intégration de la société civile, c'est-à-dire l'intégralité des Calédoniens dans la détermination des secteurs d'avenir. Quand ces secteurs d'avenir sont déterminés, ils sont sanctuarisés. On considère que pour pouvoir développer une destination touristique, pour pouvoir développer une autosuffisance agroalimentaire, c'est quelque chose qui ne se fait pas sur 1 an, 2 ans, 3 ans, mais qui se fait sur 10 ou 15 ans, avec des plans de développement à long terme. À long terme pour 2 choses, pour organiser la filière qui va avec, pour donner de la visibilité aux Calédoniens sur des investissements sur la stratégie, et pour être un truc de dingue qui s'appelle attractif. Attractif pour les investisseurs locaux, mais attractif également pour que des investisseurs étrangers puissent s'intéresser à notre collectivité. Donc c'est sanctuariser ces secteurs d'activité. Ensuite, on a remarqué un truc tout bête, c'est que par exemple la mine, qui était considérée comme un secteur d'activité central, qui est considéré, qu'il est toujours bien évidemment, comme un secteur d'activité central de développement dans l'économie, l'administration s'est mise elle-même au service de ce secteur d'activité, puisqu'elle a créé un truc qui s'appelle la DIMAC. Et la DIMAC est l'un des seuls, alors je mesure mes langages parce que je vois qu'il est dans l'assistance, la DIMAC est l'un des seuls services de la Nouvelle-Calédonie province, puisqu'elle a plusieurs casquettes, qui sert de guichet unique pour ce secteur d'activité. C'est-à-dire que quand un mineur a une problématique quelconque, il s'adresse à ce secteur d'activité, à cette administration-là, et c'est l'administration-là qui va chercher les éléments ressources nécessaires auprès des différentes collectivités idoines pour pouvoir répondre aux mineurs. Nous, ce que l'on dit, c'est ce qui s'est fait naturellement ou d'une manière empirique ces dernières années, parce que la mine est un secteur essentiel, on demande à ce que ça soit fait également sur ces secteurs d'avenir. Pourquoi on n'aurait pas un seul guichet unique si on considère que l'économie bleue, par exemple, demain est un secteur prioritaire pour la Nouvelle-Calédonie, et qu'on ait un seul et unique guichet unique avec une administration qui est au service de l'entreprise, et non pas un parcours du combattant pour le chef d'entreprise pour répondre à 12 administrations différentes qui vont lui reposer systématiquement, grosso modo, les mêmes questions, et du coup, qui va faire que la Nouvelle-Calédonie va perdre en attractivité. Donc ça, ce sont les parties relatives à des guichets uniques que l'on peut avoir ici. Après, ce que l'on dit, un élément aussi très important, on dit que les entreprises ont également besoin de proximité. Un chef d'entreprise a besoin de parler de son administration de proximité. Nous, ce que l'on dit, c'est que les plans de développement stratégique doivent être sanctuarisés en haut, mais le développement économique doit être mis en place au plus proche des entreprises et au plus proche de la province, pour une proximité avec l'intégralité des provinces. Je vais prendre par exemple le cas du tourisme et du transport aérien. Bien évidemment que le transport aérien ne pourrait pas demain, je dis bien évidemment, c'est à discuter,
être une compétence provinciale. On pense tous, on pourrait tous penser que ça pourrait être une compétence territoriale. Pour autant, cette compétence territoriale est essentielle dans le développement de l'activité touristique. Donc c'est bien évidemment pour ça qu'à un moment ou à un autre, on a des comités de cohérence stratégique qui ont pour obligation de faire correspondre une stratégie pays avec un pays territorial, avec un développement économique local. D'accord? Parce qu'on ne pourra pas transférer l'intégralité, on ne pourra pas. Il n'est pas nécessaire de transférer l'intégralité des compétences aux provinces. Voilà grosso modo ce que l'on dit. Après, par rapport à tout ceci, il faut un garant. On a reçu dans l'intégralité de nos entretiens quelqu'un qui est très intéressant, qui travaille au SARIA, qui est là pour 8 mois jusqu'à la fin de l'année et qui a énormément travaillé dans ses différents rapports d'études sur le rapport État-région, avec notamment la mise en place de plans État-région qui sont encadrés, pilotés par l'État et mis en œuvre par les régions. Nous, ce que l'on dit, c'est que l'intégralité des politiques de développement économique qui pourraient être mises en place par les provinces pourraient être, au même titre qu'au niveau métropolitain, être contrôlées, encadrées et peut-être aidées par l'État. Je vais prendre un exemple. Quand vous, par exemple, quand l'État décide de développer l'hydrogène en métropole, il va décider d'un calendrier, il va décider d'une localisation géographique et il va décider de moyens. C'est-à-dire que, grosso modo, les régions qui ont été choisies, qui décident de rentrer dans le plan hydrogène de l'État, peuvent avoir accès à des financements particuliers fléchés que si ils rentrent dans un cadre. Pourquoi la Nouvelle-Calédonie n'aurait pas, à ce même titre, la possibilité de pouvoir avoir accès à des financements ou avoir accès à un cadre législatif qui serait déterminé par l'État, d'accord ? Si on respecte un cadre qui aurait pu être déterminé justement dans mon plan stratégique qui est tout en haut, c'est-à-dire dans ce qu'on a édicté pour les 10 prochaines années. Donc pour nous, l'État est un élément qui est organiseur, qui peut aider également les collectivités à planifier, mais également qui peut aider les collectivités locales à contrôler. Donc voilà quelles sont les différentes idées que l'on a pu essayer de coucher sur le papier. Je répète, ce sont des idées. Le grand principe de base est de dire qu'il faut changer de paradigme, mettre l'administration au service des entreprises et non pas l'inverse aujourd'hui, et c'est l'histoire qui l'explique, et ça s'explique parfaitement, qu'il faut pouvoir construire un nouveau modèle pour pouvoir créer dans les 20 prochaines années ou les 30 prochaines années le modèle économique de la Nouvelle-Calédonie qui nous permettra d'assumer économiquement notre autonomie, c'est-à-dire de passer de 50% de notre budget financé par l'État à une quote-part supérieure à ce pourcentage-là. Et je vais terminer juste par une chose, qui est notre voyage à Paris, très rapidement, puisqu'on a présenté ceci à beaucoup de ministères à Paris. Le retour que l'on a, qui est de dire « oui, on comprend ce que vous voulez, oui à votre démarche de pouvoir assumer une autonomie économique plus importante, et oui, on verra beaucoup plus clair chez vous si vous nous dites réellement où est-ce que vous voulez aller, quels sont vos secteurs d'activité stratégiques que vous voulez développer pour demain. » Pour compléter, il y a quelques éléments, quelques leçons à tirer. D'abord que on est arrivé au bout du système. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie ne peut plus continuer de fonctionner comme elle fonctionne. Les compétences telles qu'elles sont exercées aujourd'hui, il faut le dire, parfois freinent l'activité économique pour des raisons diverses, et c'est l'héritage qu'on a depuis 30 ans. Et pour autant, on n'est pas si dur que ça sur cet héritage de 30 ans, parce qu'on reconnaît que ces accords ont été nécessaires à un moment, c'est des accords politiques pour avoir la paix, mais on démontre que aujourd'hui la situation est différente et que une solution institutionnelle et politique sera nécessaire, évidemment, mais pas suffisante. Derrière, il faut aussi qu'on puisse répondre à des problèmes sociaux en Nouvelle-Calédonie, ce qu'on va montrer tout à l'heure sur la réduction des inégalités, d'où la légitimité, une des légitimités d'UNCECO à la Convention des partenaires, c'est de pouvoir dire que
la solution pour la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas que une solution institutionnelle, ce n'est pas que une solution politique, mais aussi de mettre en place ce qui va permettre d'avoir, de développer la Calédonie demain, d'accueillir quand même chaque année 4000 jeunes dans le marché du travail, de pouvoir avoir une attractivité suffisante pour que notre protection sociale, notre système de protection, notre administration, notre organisation puisse être efficace avec un plus grand nombre en tout cas un nombre suffisant de personnes qui vont contribuer par leurs compétences au développement de la Calédonie. Alors justement, la réduction des inégalités, c'est un des piliers de notre réflexion. On la veut par un développement de l'activité économique, on la veut par pas tant la redistribution des, on va dire, plate et juste prendre dans une poche et la mettre dans l'autre, mais d'avoir une vision beaucoup plus positive de la réduction des inégalités, d'avoir une vision plus dynamique. Ce qu'on a fait, c'est justement donc, de pouvoir dire que la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, les relais de croissance sont des relais qui sont notamment sur terre coutumière. On a donc des espaces coutumiers qui doivent être valorisés, qui peuvent être valorisés et qui en plus rentrent typiquement dans nos secteurs d'avenir. Derrière, il y a, quand on parle d'autonomie assumée, on a de l'autonomie alimentaire et donc en plus une demande agricole, on va dire, qui correspond à ce que le monde coutumier sait bien faire. Donc tout ce qui est agriculture responsable, agriculture bio. Aujourd'hui, ce savoir-faire existe. Il faut juste l'encourager et le rendre plus efficace pour qu'il puisse être intégré dans l'économie globale. Et pour autant, il y a aussi une nécessité de développer et d'inclure ce monde coutumier pour que la prospérité, elle soit partagée, mais aussi au plus proche des aspirations des uns et des autres. Le système économique, le modèle économique que l'on veut, on a un modèle économique, on va dire, traditionnel, enfin conventionnel, plus conventionnel à Nouméa, par exemple, dans les villes, mais on a un modèle économique d'avenir à développer en tribu pour justement favoriser cette inclusion et favoriser des modèles de réduction des inégalités. L'économie des tribus, c'est à la fois une polyactivité, une économie qui va permettre d'avoir du salariat, de l'entrepreneuriat, de l'artisanat. C'est une économie qui va permettre de se développer sur notre vision d'une Nouvelle-Calédonie neutre en carbone par les mécanismes de compensation carbone qui doit se servir et qui doit profiter d'ailleurs au monde coutumier. C'est une économie qui va aussi être sur de l'écotourisme, qui va être sur l'accueil en tribu. C'est une économie qui va permettre, in fine, de valoriser une identité kanak. Ce qu'on va faire aussi dans la réduction des inégalités, vous voyez que notre démarche, c'est d'avoir plusieurs leviers pour arriver à notre objectif. Dans les leviers, l'employabilité, on en a parlé, de pouvoir justement servir les besoins des entreprises et des économies. L'entrepreneuriat qui soit un entrepreneuriat traditionnel, enfin conventionnel, mais aussi un entrepreneuriat dans les tribus, et l'égalité des chances. Et là, on a tout un paquet de propositions qui sont à la fois sur la jeunesse des
du secondaire, mais aussi sur l'accès et la facilitation des liens entre les jeunes et le monde du travail à travers des initiatives, par exemple, de mentorat. La fiscalité, je pense que Mipsy en parlera un peu plus, mais l'idée, c'est aussi que la fiscalité doit être un outil d'une construction, on va dire, pays. C'est un outil commun, c'est pas la fiscalité, c'est pas punitif, c'est pas confiscatoire, mais on ne pourra pas parler de destin commun si on n'aura pas ce lien fiscal, et ce lien fiscal, on l'a aussi par le développement de l'économie en tribu, etc., etc. Du coup, je fais la transition avec le modèle fiscal. Pour revenir sur ce qu'a dit David, effectivement, alors il faudrait des heures pour élaborer plus profondément chacun de ces sujets. Vous voyez bien, c'est un peu rapide aujourd'hui. Néanmoins, sur la fiscalité, c'est plus simple d'en parler parce qu'on est déjà en train de travailler dessus aujourd'hui avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Comme l'a dit tout à l'heure David, les secteurs d'avenir, en réalité, ils sont connus. C'est-à-dire que dans le discours politique général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, on retrouve déjà un certain nombre de propositions qui ont pu être formulées par NCECO, qui ont été partagées avec le gouvernement, qui ont été, je dirais que l'avenir économique de la Nouvelle-Calédonie, encore une fois, c'est là qu'on se heurte finalement au fonctionnement de nos institutions. Stratégiquement, on a une vision relativement claire de où il faut aller. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre modèle institutionnel est un réel frein à la mise en œuvre de politiques efficientes. La fiscalité aussi est devenue un frein en Nouvelle-Calédonie. La fiscalité, elle s'est construite depuis des années sur un modèle qui est celui d'un pays de 80 millions d'habitants. On ne va pas se voiler la face. On a un modèle qui ressemble énormément à celui de la métropole, qui est un modèle qui est basé... voire même qu'on a réussi miraculeusement à rendre pire, puisqu'on est un des pays qui taxe le plus le travail au sein du monde moderne, ce qui est quand même assez aberrant. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, le taux d'emploi, il est de 56%. Il est quasiment le plus bas du Pacifique, ça c'est très clair, hein. Je pense qu'on est le taux d'emploi le plus bas du Pacifique. Quand on est à 56%, le Vanuatu est à 70%, la Nouvelle-Zélande est à 70%, la France est aujourd'hui à plus de 75%, l'Allemagne est à 80%. Bon, on est à 56%. Et ce taux d'emploi, eh bien, il vous fait comprendre et toucher du doigt qu'on ne peut pas continuer dans cette direction parce qu'aujourd'hui, on fait peser en fait sur le travail quasi une énorme partie en fait de nos ressources fiscales et notamment la pérennité de notre système de santé. Et quand on fait peser l'essentiel de sa fiscalité finalement sur le travail, est-ce qu'on se rend attractif pour les talents? Est-ce qu'on se rend attractif pour l'investissement? Quand on augmente en réalité les charges des entreprises avant même qu'elles aient commencé à gagner de l'argent, eh bien, on se tire tout simplement une balle dans le pied. Donc, quand tout ça se cumule, eh bien, vous avez un déficit d'attractivité de notre territoire. Et aujourd'hui, il faut être aussi totalement lucide. On peut créer une entreprise partout dans le monde et exercer une activité ailleurs. Et il y a, malgré tout, la nécessité de se comparer à ce que font les autres territoires. Il faut créer notre propre modèle, celui qui est adapté à la Nouvelle-Calédonie. Mais pour autant, ne pas croire qu'en étant totalement non compétitif d'un point de vue fiscal, on va attirer l'investissement. Ça n'est juste pas possible. Et d'ailleurs, depuis presque 10 ans, l'impôt sur les sociétés en Nouvelle-Calédonie chute. Ça, c'est un chiffre qui est extrêmement inquiétant parce qu'on a eu beaucoup de débats sur la santé de l'économie calédonienne. Hein, et comme le dit David et mes collègues de NCECO le savent, on a parlé avec énormément de monde et des partenaires sociaux, des syndicats de salariés, toutes les catégories de la population. Des fois, on nous dit « mais l'économie de la Nouvelle-Calédonie va bien ». Je dis non, l'économie de la Nouvelle-Calédonie ne va pas bien. À partir du moment où l'impôt sur les sociétés chute, eh bien cet indicateur-là, c'est celui qui vous explique très clairement que vous gagnez de moins en moins dans toutes vos activités de façon globale. Alors oui, certaines entreprises vont peut-être un peu mieux que d'autres, mais depuis 10 ans, en Nouvelle-Calédonie, l'impôt sur les sociétés chute. Donc, quand on a dit ça, on a réfléchi à un nouveau système de fiscalité avec 2 enjeux. Restaurer notre compétitivité, restaurer notre attractivité, assurer un rendement fiscal qui soit pérenne et qui ne soit pas dépendant justement des fluctuations du marché de l'emploi.
puisque aujourd'hui, effectivement, quand on table sa fiscalité sur uniquement, quasiment les travailleurs, eh bien, dès que vous avez un peu moins de travailleurs, eh bien, vos recettes fiscales, elles chutent. Et donc, votre système de solidarité, il devient extrêmement fragile. Votre système de santé est à l'agonie, c'est notre cas. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut assurer un rendement fiscal plus pérenne? Et par ailleurs, comment aussi réduire les inégalités de ce territoire? Les inégalités en Nouvelle-Calédonie, elles existent. Évidemment, on les connaît. C'est des inégalités en termes de rémunération qui sont très importantes, qui sont, pour certaines, qui ont été créées de longue date parce qu'il y a une indexation, par exemple, des salaires de la fonction publique, mais pas que. Aujourd'hui, on a en fait créé, avec notre système de taxation du travail, des systèmes de niche qui font que, par exemple, on a ce qu'on appelle la remise sur les bas salaires, qui fait que, pour un entrepreneur, finalement, les bas salaires, c'est beaucoup plus rentable, finalement, que augmenter ses salariés, parce qu'à un moment donné, si vous augmentez trop vos salariés, eh bien, vous ne pouvez plus bénéficier de la remise sur les bas salaires, mais la remise sur les bas salaires, vous en avez besoin, parce que le travail est trop cher. Donc, c'est problématique. Et quand je citais le taux d'emploi de la Nouvelle-Calédonie, 56%, c'est pas parce qu'il y a 44% des gens qui ne travaillent pas, c'est parce qu'une grande partie d'entre eux travaillent au noir. Pourquoi? Parce que le travail est trop cher. On a en Nouvelle-Calédonie un tissu d'artisans qui est énorme. Alors, c'est une très bonne chose, les artisans, c'est formidable. Mais on a un nombre de travailleurs indépendants qui est très important en Nouvelle-Calédonie, et notamment dans certains secteurs comme le bâtiment et le BTP. Mais pourquoi? Parce qu'un salarié, c'est trop cher. Donc à un moment donné, quand on additionne tous ces éléments, on est obligé quand même de faire ce constat. Notre système ne fonctionne pas. Notre système finalement crée des déséquilibres, crée de l'inégalité, crée de la précarité et crée aussi toute une catégorie de population qui reste pauvre et qui a du mal à s'engager. Donc, notre responsabilité, et là je le dis avec beaucoup de conviction, c'est de réformer ce système fiscal. Réformer parce que c'est urgent, de trouver du rendement. Bon, ça, la classe politique est complètement d'accord sur le fait qu'il faut augmenter le rendement, mais sur le diagnostic, on n'est pas encore complètement en phase. On commence à s'en approcher, mais l'idée d'aller chercher l'argent où il est, moi, je lutte férocement contre ça, parce que du coup, on ne fait qu'une seule chose, c'est faire partir les gens et puis appauvrir ceux qui fonctionnent encore. En fait, c'est un petit peu taxer la réussite et finalement laisser tranquille ceux qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est pas non plus très, très vertueux. Donc, quand on a dit ça, on a proposé en mars cette année un nouveau système fiscal. Ce nouveau système fiscal, effectivement, est radicalement différent du système fiscal actuel, puisqu'il propose de quasiment supprimer la quasi-totalité des charges qui pèsent sur le travail. C'est une révolution pour notre territoire, ça n'est pas au niveau international, c'est un choix qui a été fait et qui est fait de plus en plus par des pays comparables aux nôtres. L'Islande a fait ce choix. L'Islande, c'est 300 000 habitants. La Nouvelle-Zélande a fait ce choix, 8 millions d'habitants. Et aujourd'hui, ils s'en félicitent. Des territoires plus grands, des pays plus grands commencent à faire ce choix, c'est-à-dire de reporter la solidarité, et notamment les prestations sociales, sur la fiscalité. C'est ce que nous proposons, c'est-à-dire de détaxer le travail, de rendre en salaire, notamment sur les bas revenus, une partie des prestations, des prélèvements obligatoires qui pèsent sur les salaires, et de travailler sur des assiettes très larges que sont la TGC, la fiscalité de la consommation, mais également ce qu'on appelle aujourd'hui la CCS, la fiscalité évidemment des revenus, mais également du capital. On considère que tout le monde doit pouvoir contribuer, des gens qui touchent des revenus, mais des gens qui vivent aussi de leur capital, donc ça ce n'est pas un gros mot, mais aussi qu'on doit pouvoir être taxé au premier franc de revenus, à la source. Et donc, on propose de remplacer l'impôt sur le revenu, de supprimer l'impôt sur le revenu et de le remplacer par une CCS progressive, ce qui donc a fait l'objet de débats assez intenses avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui néanmoins a été intéressé par l'idée, au point de demander à Olivier Sudry, un organisme indépendant, d'évaluer les impacts d'une telle réforme fiscale, ce qui a été fait et ce qui a été rendu public au mois de septembre. Et là, les résultats, ils sont extrêmement intéressants et surtout, ils sont extrêmement encourageants. Une réforme de ce type, qui mérite évidemment d'être travaillée, discutée, débattue avec les partenaires sociaux, ça permettrait de relancer la consommation en Nouvelle-Calédonie de l'ordre de 7%. Pourquoi? Parce que si on augmente les salaires, on augmente la consommation, et notamment si on augmente les salaires des personnes qui gagnent le moins.
Et c'est vers ces personnes-là, ces catégories de population qu'on a orienté l'essentiel de la réforme. C'est une réforme qui permet de relancer le PIB. Plus de 3% de progression du PIB, alors que le PIB, à l'instar de l'impôt sur les sociétés en Nouvelle-Calédonie, chute depuis 9 ans et qu'on n'a pas trouvé la solution. Mais là, en relançant la consommation intérieure, on relance le produit intérieur brut. On crée de l'emploi, évidemment, puisqu'à un moment donné, vous réduisez les charges sur le travail, vous augmentez les salaires, mais du coup, ça devient plus intéressant de travailler, d'avoir un emploi. Puisque à un moment donné, eh bien, ça vous permet de vivre beaucoup plus décemment de votre travail, et notamment dans les tranches les plus basses. Et donc, à un moment donné, eh bien, on retrouverait une espèce de dynamique. C'était une intuition, mais ça n'est pas qu'une intuition, ça fonctionne et ça a fonctionné ailleurs. Donc aujourd'hui, fort de ces premières conclusions, nous continuons les travaux avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur ce sujet et les partenaires sociaux. Mais c'est un sujet dont on pense qu'il faut débattre à Paris également parce que, d'une certaine façon, c'est aussi la possibilité d'améliorer le rendement fiscal et de travailler sur cette fameuse autonomie fiscale et économique que le gouvernement nous demande, l'État, je veux dire, nous demande. À un moment donné, aujourd'hui, les transferts purs et simples, il y en a de moins en moins. Maintenant, c'est des emprunts. On emprunte, on s'endette, on rembourse pendant 20, 30 ans, peut-être 90 ans demain, mais on emprunte. Donc, c'est pas viable, et même si c'est pas agréable de se le dire, on est quand même obligé de préparer l'avenir et de se dire qu'il va falloir que fiscalement, on trouve d'autres solutions. Et en tout cas pour NCECO et pour les partenaires sociaux, en tout cas les fédérations patronales, et ben ce modèle-là, il est véritablement porteur d'espoir et on va se battre pour avancer dans cette direction. Voilà. Donc ça, c'est un des points majeurs qu'on va débattre avec l'ensemble des partenaires à Paris. Mais encore une fois, l'essentiel des travaux, c'est ici qu'il se passe, avec le gouvernement et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, d'ores et déjà. En fait, il y a une démarche intéressante, une démarche d'intelligence collective. Je salue Stéphane qui nous a beaucoup aidés. Et en fait, quand on a commencé cette aventure, parfois, certaines personnes avaient plutôt l'habitude de se combattre et plutôt que de travailler ensemble. Et en fait, on s'est aperçu que sur des groupes de travail diversifiés sur une urgence pour la Nouvelle-Calédonie, une urgence économique, une urgence sociétale, une urgence politique, on arrivait à sortir un système qui est quand même complètement cohérent et qui est solide et qui apporte de l'espoir. Ça, demain, on est prêt à le faire. On l'a partagé au gouvernement, on l'a partagé à l'ensemble des politiques. Et tout ce qu'ils prendront, tout ce qu'ils voudront prendre, évidemment qu'on sera là pour les aider, les accompagner. C'est notre rôle en dehors d'NCECO. Mais au-delà, moi, je formule le vœu que cette convention des partenaires, que ces partenaires aient cette même approche, c'est-à-dire de se mettre ensemble, de pouvoir ensuite décliner des groupes de travail ou dans ces groupes de travail sur des problématiques autres, ça peut être des problématiques de corps électoral, ça peut être des problématiques institutionnelles. Tous les Calédoniens se mettent ensemble, travaillent ensemble pour avoir un résultat qui est partagé, qui est cohérent et qui fonctionne. Et c'est un petit peu ça, nous, notre volonté. Pourquoi on s'est battu pour assister, pour faire partie des partenaires. Aujourd'hui, on ne se sent pas un sous-partenaire. C'est pas parce qu'on n'est pas politique, c'est pas parce qu'on n'est pas élu qu'on se sent illégitime. Bien au contraire, on affirme, on prend la responsabilité de dire qu'on est complémentaires et que avec cette démarche, on est capable d'aboutir à des résultats que personne n'imaginait auparavant. Alors pour poursuivre, ça c'est l'impératif. Oui, alors c'est un petit peu ce qu'on dit, c'est que nous, ce qu'on va porter, c'est qu'il y a une nécessité de tenir compte d'un certain nombre d'impératifs et de prérequis. Évidemment, pour nous, l'autonomie soutenable et assumée qu'on vous a présentée vraiment dans les grandes lignes, une autonomie qui est pour nous probablement le plus grand dénominateur commun. Cette autonomie économique qu'on a déclinée en
en plusieurs parties pour toute la Calédonie, ça doit permettre de concilier les uns et les autres, y compris politiquement. Le cadre, évidemment, pour nous, des prérequis de monnaie, des prérequis de sécurité, des prérequis de justice, on a besoin d'avoir cette stabilité. Aujourd'hui, on sait que au-delà des transferts de l'État de 180 milliards, le fait même de maintenir le franc Pacifique alors que les fondamentaux économiques, macroéconomiques sont complètement déséquilibrés, ce maintien coûte 180 milliards aussi, grosso modo. La sécurité, ce n'est pas que la sécurité du territoire, mais c'est aussi la sécurité de notre espace maritime. On parlait tout à l'heure des secteurs d'avenir, on parlait de cette inclusivité, notamment à travers les mécanismes de compensation carbone. On est persuadé qu'une économie autour du réchauffement, de la lutte contre le réchauffement climatique, la Calédonie peut en être un champion dans sa zone. Elle peut développer des secteurs qui peuvent être donc les compensations carbone, qui peuvent être l'éco-construction, qui peuvent être l'écotourisme, et du coup, elle peut même développer des compétences qu'elle pourrait exporter dans la région. La justice, évidemment, c'est pour nous un prérequis fondamental. La justice et aussi tous les gardiens, les opérateurs de cette justice, hein, je pense à la gendarmerie notamment et à la police. Et donc les trois thématiques qu'on a abordées, l'efficience institutionnelle, la réduction des inégalités et le modèle fiscal. Ça ne veut pas dire que tout doit être évidemment traité à Paris, parce qu'on a bien compris que la première séquence, c'est un cadre qui doit permettre d'avoir un calendrier. Et nous, le calendrier, on va porter l'urgence, hein, de l'urgence économique, l'urgence de nos jeunes, l'urgence des citoyens à avancer. On va aussi, donc, dans notre démarche, on est bien conscient que notre rôle n'est pas de travailler sur ces thèmes de manière directe, hein, ça c'est le rôle des politiques. En revanche, on va soutenir le fait que chaque item qui est éminemment politique, éminemment institutionnel, a des conséquences économiques. Et dans ce cadre-là, que nous puissions travailler, en tout cas nous puissions éclairer sur comment ces différents scénarios, quels impacts ils auraient dans notre vie économique, quels impacts ils auraient dans notre société. Donc ce n'est pas de prendre les décisions, mais c'est en tout cas de participer et d'aider par tous les moyens possibles. Mais vraiment, cette démarche collective, on y croit, et j'ai envie de dire, alors là c'est vraiment rêver encore plus, mais que si les différents partenaires à Paris ou ici, parce que comme ici le disait, on pense que la plupart des groupes de travail se feront en Nouvelle-Calédonie, et c'est normal, que dans cette composition de groupes de travail où il y aura peut-être des politiques, où il y aura peut-être des personnes de la société civile, que, en fin de compte, tout le monde se fonde et que ce ne soit plus des politiques ou des personnes de la société civile ou des personnes économiques, mais vraiment des Calédoniens intéressés et impliqués dans l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Le QR code pour avoir accès aux deux rapports, le rapport sur les deux brochures. Juste les derniers. Le premier était aussi... on le mettra ensemble alors. Voilà. Désolé, c'était un peu long, c'était parfois un petit peu technique, mais je pense qu'on se devait d'avoir cette exhaustivité. On peut passer peut-être aux questions, aux commentaires ? Oui, bonsoir. D'abord, merci pour le gros travail qui a été fait. J'ai
j'ai une remarque qui est une remarque et une question. Autant vous avez été, je trouve, très ambitieux et innovant sur la réforme fiscale, et par ailleurs, vous pointez du doigt les freins liés à l'organisation institutionnelle. Et là, j'ai trouvé une certaine timidité, d'une certaine manière, parce que vous êtes rentré avec un chausse-pied dans le cadre institutionnel tel qu'il est défini, alors sans faire de politique. Est-ce que vous avez finalement essayé d'imaginer un autre cadre qui donnerait plus de fluidité dans les processus décisionnels économiques, sur l'allègement du poids administratif, sur la réduction des coûts? Or là, j'ai l'impression que vous avez voulu être très respectueux des institutions, alors que sur le plan fiscal, vous avez été très innovant. Donc est-ce qu'il y a une réflexion sur ce sujet? Vous avez tout à fait raison. Merci pour la réponse. C'est que c'est voulu, c'est souhaité. On est allé très loin dans nos réflexions. Vous doutez bien que toutes ces réflexions-là, on les a partagées avant de les coucher sur du papier. On a échangé avec beaucoup de personnes de différents bords. Et on s'est rendu compte qu'à un moment ou à un autre, si on voulait être écouté, si on voulait pouvoir discuter, si on voulait être accepté dans un format qui aujourd'hui s'appelle comité des partenaires, c'est ça, il fallait un moment qu'on puisse être consensuel. On a plein d'idées pour descendre beaucoup plus dans le détail. Vous verrez également sur le document, on a plein d'exemples qui nous permettent de dire pourquoi ça ne fonctionne plus aujourd'hui, des exemples chiffrés. Je vais vous donner un seul exemple. Ces 5 dernières années, 16% du temps de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie n'a pas permis de pouvoir exercer son activité avec les pleins pouvoirs. J'ai plein d'autres exemples. Sur 12,7 milliards que représente aujourd'hui la dépense liée à l'agriculture, 25% de cette dépense-là va directement aux agriculteurs. Des exemples comme ça, on en a plein le rapport. On est également allé beaucoup plus loin dans le schéma institutionnel. Mais on s'est rendu compte qu'en posant l'intégralité de ces éléments, là, sur un document aujourd'hui, on était sûr d'être écarté de toutes les discussions de demain. Donc vraiment, ce document, c'est un trait d'union entre le monde politique et l'économie, de telle manière de pouvoir former et organiser et réfléchir à un modèle institutionnel qui convient à tout le monde. C'est-à-dire qui puisse permettre un fonctionnement législatif et exécutif, c'est bien évidemment, c'est une non-paralysie du territoire, mais surtout qui permette aussi aux entreprises de s'épanouir et d'être attractifs. Donc oui, vous avez raison, c'est la partie visible de l'iceberg, mais vous inquiétez pas, petit bateau mais gros la cale, il y a du monde en dessous, il y a des idées, et on est prêt à les exposer, à les présenter avec l'intégralité des personnes qui voudront bien discuter avec nous. Pour autant, pour compléter, sur les secteurs d'avenir et l'organisation des différentes compétences, le fait de les regrouper pour pouvoir avancer vite et fort sur les secteurs d'avenir, on ébauche en tout cas une transition, et en tout cas il nous faut avoir cette imagination pour que rapidement on puisse mettre en place ces secteurs d'avenir et qu'on puisse le faire fort. Il y a des urgences, on ne veut pas révolutionner, ce n'est pas notre rôle. En revanche, de pouvoir avoir un fonctionnement microéconomique, c'est-à-dire l'articulation entre les entreprises et les administrations, c'est le minimum que la Nouvelle-Calédonie et que nos politiques puissent nous donner. D'un point de vue institutionnel, on aborde certains... Alors, je suis d'accord avec vous sur la structure, mais pour autant, à partir du moment où on va avoir une logique de guichet unique dans un certain nombre de secteurs d'activité, l'idée, c'est évidemment de rationaliser notre système administratif. On a une ambition de réduction de la dépense publique qui est clairement affichée, c'est une évidence. Derrière, on ne l'a pas abordé ce sujet-là, mais il y a certaines compétences aujourd'hui et il y a toute une partie en fait, de travaux qui vont se mener dans les mois qui viennent, qui sont le bilan de la sortie des accords de Nouméa. Les compétences, comme on le sait, il y en a certaines qui sont aujourd'hui transférées, mais qui ne sont soit pas financées, soit pas exercées. C'est le cas notamment de l'actualisation du droit des assurances, l'actualisation du droit civil, du droit du commerce, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est pas qu'il faut renvoyer les compétences, bien au contraire,
on n'irait jamais là-dedans. En revanche, on propose des solutions d'actualisation en droit qui permettent à la Nouvelle-Calédonie de conserver sa totale autonomie sur des modifications en local, mais qu'on ne perde pas le fil des actualisations réglementaires qui ont lieu. Le droit des assurances calédoniens, c'est celui d'il y a 15 ans. Et aujourd'hui, ça pose des problèmes économiques fondamentaux. Et ça, on est tout à fait légitime à le dire. On ne fait pas de politique quand on dit ça. On dit juste qu'en revanche, ce sujet-là, par exemple, il faut commencer à en parler tout de suite. Parce qu'il y a des compagnies d'assurance qui bientôt ne pourront pas travailler ici parce que le droit n'est plus actualisé. Alors, est-ce qu'on va avoir l'administration pour actualiser, les moyens administratifs pour actualiser ce type de droit? Nous, on ne pense pas. Parce que ça demande un nombre de compétences qui est phénoménal. On peut peut-être se préparer à avoir dans le futur, mais qu'aujourd'hui, on ne trouvera pas à court terme. Mais du coup, on peut avoir des mécanismes de type actualisation automatique des règlements et possibilité au Congrès de la Nouvelle-Calédonie de faire les modifications qui nous semblent pertinentes, tout simplement. Mais au moins de ne pas perdre le train, quoi. Donc voilà, on a bien sûr pas mal de propositions dans les domaines institutionnels qui vont vers du bon sens, souvent, de la simplification, beaucoup, mais voilà, on ne peut pas occulter le fait que le débat va être éminemment politique et que, il faut y aller avec beaucoup d'humilité aussi. Bonjour, Charles Roger, DG de la CCI et coordinateur de la CECO. Pour compléter la réponse sur l'organisation institutionnelle, on n'a pas insisté dessus, mais on a bien identifié qu'il y a deux objectifs principaux. Avoir des politiques publiques efficientes sur les secteurs les plus stratégiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec la multiplication des compétences. Et deuxièmement, alléger l'organisation administrative, parce qu'on sait que cette organisation administrative, elle est répétée dans plusieurs institutions. On prend toujours l'exemple du code de l'environnement, la compétence de l'environnement qui est au niveau provincial, et donc on la réalise 3 fois en Nouvelle-Calédonie. Et donc dans la slide, on a quand même dit que tout ce qui était normatif et réglementaire, on l'envoyait au niveau territorial. Donc ça veut dire que normalement, il n'y aura plus qu'un seul niveau qui doit écrire les réglementations et les normes. Donc on arrête le principe de les démultiplier par province. Et l'autre chose qu'on dit, pour la première problématique qui est avoir une politique publique sur les secteurs d'avenir, on dit bien que cette politique publique, elle doit transcender les institutions et qu'on doit avoir une unique politique publique pour les secteurs d'avenir, l'agriculture, le tourisme, l'industrie agroalimentaire, la mine, et que ça, on ne doit plus avoir de mécanisme de blocage du fait de la multiplication des institutions. Tu m'autorises à... Bonsoir à tous. Alors je vais m'exprimer plutôt comme quelqu'un qui vient de l'entreprise, parce qu'en fait, moi, je suis un mec du privé qui s'est égaré en politique. Et donc, je voudrais dire vous féliciter pour votre démarche et la soutenir. Et je crois qu'ils ont vraiment besoin que le monde économique les soutienne. Parce que c'est vrai que ils ne sont pas toujours accueillis à bras ouverts. Hein, il y a eu des résistances. Aujourd'hui, je crois que le monde politique a compris qu'ils ne peuvent pas faire sur le monde économique. Il va falloir les soutenir parce que votre démarche, elle est légitime et elle est nécessaire. Alors pourquoi ? Parce que, faut dire la réalité, le monde politique aujourd'hui n'est plus ce qu'il était avant. Avant, il y avait des majorités fortes qui pouvaient amener des réformes. Aujourd'hui, il est atomisé et il n'a plus cette capacité à penser les réformes qu'il avait avant. Et donc, on a besoin que le monde économique vienne un peu nous aider à sortir des postures et à faire des grands constats d'intérêt général que le politique ne va pas oser faire parce qu'il est un peu englué dans ses postures. Donc d'abord, bravo. Ensuite, je pense, et quand je dis ça, je veux pas être médisant, mais je pense qu'il y a quand même un capital humain intellectuel dans le monde économique aujourd'hui dont on ne peut pas se passer dans la réflexion sur l'avenir du pays. Et il est supérieur à ce qu'on trouve dans les rangs du monde politique. C'est un fait. Donc je crois que ce serait une grave erreur de la part des politiques de refuser votre réflexion. Je partage et je voudrais vraiment soutenir votre approche sur le grand constat qui est qu'aujourd'hui la Calédonie, elle a hérité d'un empilement administratif qui est lié effectivement à la paix. Hein, c'est-à-dire qu'on a partagé le pouvoir, on a fait les provinces. Puis à un moment, on a déroulé l'accord Nouméa, donc on a confié au gouvernement des compétences qui étaient exercées jusque-là par l'État. Et tout ça, c'est un peu empilé de briques et de brocs.
Et aujourd'hui, la situation, c'est que notre pays, qui a peut-être 25-30 ans, est un pays où c'était facile d'être entrepreneur. C'est devenu très compliqué, très, très, très compliqué. Il y a un millefeuille administratif. Même les gens dans le public ont du mal à s'y retrouver. Les règles ne sont pas les mêmes. On parlait des ICPE, là, les installations classées par la protection de l'environnement. Ce n'est pas les mêmes règles entre le nord et le sud. Donc déjà, c'est compliqué. Et puis, plus il y a d'administration, plus il y a de petits chefs qui font du zèle, qui demandent des documents. Et on arrive à une situation où le pauvre petit gars qui veut monter sa boîte, il se décourage, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a que les gros qui peuvent payer des mecs qui vont passer leur journée à aller régler du permitting. Donc il y a plusieurs objectifs, en fait, dont on va effectivement avoir besoin au travers de votre aide. C'est la simplification, c'est-à-dire comment on écrase ce millefeuille administratif en mettant la norme à un endroit, en déléguant peut-être l'opérationnel. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'on attende la grande réforme politique pour le faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on commence à y travailler parce que souvent, ce n'est pas des lois de pays qu'il faut, c'est juste des mauvaises pratiques qu'il faut corriger. Et moi, j'appelle de mes voeux qu'il y ait vraiment un travail conjoint entre le personnel, les élus, les chefs d'administration, n'est-ce pas Raphaël Larvois, les chefs d'entreprise pour que dès maintenant, on commence à faire ce travail. Ensuite, ça a bien été dit, la Calédonie, elle vit au-dessus de ses moyens en termes de dépenses publiques. C'est devenu intenable. On a trop de fonctionnaires parce qu'il y a trop d'administrations qui font la même chose. L'agriculture, effectivement, c'est la caricature. Alors, je crois qu'il c'est un plus gros ratio qui arrive aux gens parce que je ne sais pas d'où venaient les 25... Mais c'est quand même pas bon. C'est-à-dire que, en fait, il y a la DAFE. Dans chaque province, il y a une direction de développement rural. Il y a la DAVAR, il y a la Chambre d'agriculture, il y a l'agence rurale. Enfin, tout le monde s'occupe de l'agriculture et puis c'est le secteur dont on s'occupe le moins bien parce qu'il y a trop de gens qui s'en occupent. Et en fait, on voit bien que pour que ça marche, il faut qu'il n'y ait qu'un seul pilote, quoi. Il faut que la compétence elle soit à un seul endroit. Et effectivement, il va falloir, si on veut que ça soit tenable fiscalement, économiquement, il va falloir qu'il y ait des gens qui aient le courage de dire qu'il y a trop de masse salariale publique par rapport au PIB. Mais comment on fait la transition? Ça va poser des problèmes, puisque les fonctionnaires veulent plus de fonctionnaires pour équilibrer la CLR. Est-ce qu'on ne va pas devoir à un moment fusionner les régimes? Enfin, il y a des questions comme ça de fond pour permettre cette transition. Après, je vous donnerai là le regard de quelqu'un qui est en politique, deuxième mandature. Il faudra, dans la méthodologie, je crois, effectivement être très ferme sur ce que vous dites, c'est-à-dire le réalisme économique, arrêter de payer des choses qui ne servent à rien. Mais il y aura un moment quand même où on se heurtera à des réalités qui sont des réalités sociologiques qui font que, par exemple, je vous donne un exemple. On peut avoir les mêmes normes environnementales pour protéger la roussette ou le perroquet à bosse sur toute la Calédonie. Mais à un moment, la conception des réserves naturelles ne sera pas la même dans les îles où elle sera profondément coutumière qu'elle ne le sera dans le sud. Il faudra tenir compte de ces réalités-là. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas être d'accord sur tout. Mais ma conviction, c'est que sur les grands fondamentaux, et notamment la santé, l'éducation, et ça, ce n'est pas des choses politiques. Et moi, je l'ai dit à Yannick Slamet, il faut qu'on dépolitise ces questions-là. Et la santé, aujourd'hui, ça ne peut plus être éclaté comme ça entre les provinces, la Calédonie, parce que chaque fois, ça veut dire des fonctionnaires qui gèrent, ça coûte cher, c'est pas efficace. Il y a des mecs qui trichent, qui tapent à tous les râteliers. Et concentrer la santé à un seul endroit avec un fichier unique où on peut croiser avec les services fiscaux, avec l'aide à la continuité territoriale, ça va permettre d'attraper ceux qui profitent du système. Et c'est ça qui va générer les économies qui vont nous permettre de rendre la dépense publique soutenable. Voilà, je voulais apporter ce complément à votre réflexion pour confirmer que votre diagnostic il est bon, que votre démarche est nécessaire, et en tout cas que voilà, vous aurez au moins le soutien d'un élu parmi tous. Toujours ça de prix. Merci. Philippe, je vais juste rebondir sur ce que tu dis. On a discuté avec des élus de tous bords et on s'est rendu compte d'une chose toute bête. Quand on ne parle que d'économie, 80% des propositions regroupent l'intégralité des bords. Donc avant de parler de politique, parlons d'économie pour pouvoir déjà rejoindre tout le monde et ensuite discutons des sujets clivants, bloquants après. Bien, oui. Merci de me donner également la parole. Merci de me donner également la parole. Je voudrais d'abord saluer l'initiative que vous avez prise de créer NCECO.
il fut un temps où c'était la grande bagarre entre la Chambre de commerce et la fédération patronale de l'époque, qui est devenue ce que l'on sait. J'étais président du Congrès à l'époque. Pour réunir tout ce beau monde, ne serait-ce que pour aller en France ou aller à une manifestation à laquelle nous étions conviés par le gouvernement et par le président de la République, c'était la croix et la bannière. Enfin bref, c'est fait, c'est très très bien. La contribution que vous avez faite, que vous faites dans la réflexion qu'on doit avoir pour la Nouvelle-Calédonie, elle est essentielle. Et je la salue. Il y a quand même une question qui demeure en moi et j'aimerais bien que vous puissiez me l'expliquer. La réunion à laquelle nous sommes tous conviés, qui s'appelle d'ailleurs la Convention des partenaires et des signataires, Convention des signataires et des partenaires, c'est pour discuter de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Et moi, j'ai eu l'habitude, jusqu'à présent, d'y aller, de ne rencontrer que des politiques. C'est la première fois que le monde économique y est associé. Alors, c'est très bien. Sauf que, permettez-moi de douter de l'efficacité de ces rencontres. Et je vais même vous dire, les gens qui sont là-bas au gouvernement, qui sont à la manœuvre, on les connaît tous à peu près. Moi, en tous les cas, je les connais bien. Et quand je m'étonne, on me dit... je retiens que, en tous les cas, mes interlocuteurs ne savent pas très bien qu'est-ce qu'on va y faire, etc., etc. Et c'est à tel point qu'aujourd'hui, à ce soir, on sait qu'un des partenaires essentiels de nos discussions, il ne viendra pas. Vous comprenez? Je ne dis pas que pour autant, on annule tout, etc., le grand bras d'honneur, etc. Non. Mais c'est pour dire quand même que... Vous voyez tout ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'économie. Pourquoi elle est comme ça, notre économie? Je vais vous dire une chose. Moi, je l'ai vécu parce que moi, j'étais pendant 15 ans président du Congrès et pendant 19 ans, j'étais sénateur. Vous savez, notre problème, le problème de toutes les politiques que nous avons menées jusqu'à présent, c'est parce que nous sommes français. C'est assez paradoxal ce que je dis là. Mais parce que systématiquement, lorsqu'on a eu besoin de faire quelque chose, on a fait appel à des stratèges, à des gens qui sont venus nous expliquer comment il fallait faire. Et c'était tous des Français. Vous savez tout ce que vous avez fait là? Tout ce que vous avez expliqué là, puis quelque part dénoncer, puis dire il faut changer. En réalité, on n'a rien inventé, nous. C'est tout ce qui existe là-bas qu'on nous a amené la fiscalité. Ce sont les inspecteurs des finances qui viennent de Bercy qui sont venus nous dire voilà, c'est comme ça qu'il faudrait faire, etc., etc. Alors vous me direz, oui, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu avoir la jugeote de dire il faudrait qu'on adapte là parce que notre économie est comme ça et comme ça. Non, on n'a pas fait, c'est vrai. Mais tout ce que l'on a fait jusqu'à présent, qui est aujourd'hui critiquable, condamnable, ça j'en conviens, c'est quand même la métropole qui nous l'a insufflé. Alors, il y a aussi un deuxième point là qui m'étonne beaucoup parce que je n'ai pas entendu dans les commentaires, à moins que c'était évoqué avant que je n'arrive, parce que c'est vous, là, le monsieur en noir, là, qui parliez au moment où je suis arrivé. C'est quand même la population de la Calédonie. Nous sommes 270 000 habitants. Alors, je ne sais pas, l'économie dont vous parlez, dont vous nous faites rêver, moi j'en rêve, c'est une économie pour 270 000 habitants ou c'est une économie pour davantage de monde? Parce que c'est peut-être aussi la solution. Comment faire venir davantage de monde en Nouvelle-Calédonie? Et là, la clé, ce sont les négociations politiques. Et malheureusement, on n'y est pas, puisque les autres, là, ils ne vont pas y aller. Vous comprenez? Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas, ça me reviendra peut-être tout à l'heure aussi, mais moi, je salue, je suis comme Philippe Blaise, je salue le travail que vous avez fait. Il est fantastique, effectivement. Et puis, tout à fait entre nous, comme Philippe dit, on a les élus que l'on a, donc il ne faut pas non plus rêver. Hein. Non, mais entre nous. Oui, ok, coupez. Non, mais pas rêver non plus. Hein.
Ouais. Alors vous dites, quand vous êtes allé voir tout le monde, à 70%, tout le monde est d'accord. Entre nous. Sincèrement. Vous pensez que certains ont bien intégré tout ce que vous avez expliqué? Moi, je pense que non. Surtout, si vous leur avez fait 1 heure de démo. Alors, si ça a duré 1 heure de démo, ça m'étonnerait que les mecs ils aient intégré quoi que ce soit, compris quoi que ce soit, et puis etc. Parce que, voilà. Enfin bref. Voilà. Non. Pour répondre, alors c'est pas évident de répondre à votre intervention, Monsieur Lecotte, mais ce qu'on a quand même essayé de faire, et là je le dis très simplement, c'est pas forcément regarder derrière. On s'est concentré sur ce qui allait se passer demain. Et en effet, alors on peut dire beaucoup de choses sur ce qui s'est passé ces 30 dernières années. La réalité, c'est qu'on était autonome. Et là, effectivement, moi, je ne considère pas qu'on nous a tenu le crayon. Je pense qu'on a été relativement autonome dans la façon d'exercer, en tout cas, les compétences qui ont été transférées. En revanche, là, vous avez raison, c'est que l'argent, il est beaucoup venu de l'État et que, effectivement, avec des financements réguliers, eh bien, l'autocritique et la réorientation des politiques publiques a peut-être pas été suffisamment au rendez-vous parce que finalement, même quand ça ne marchait pas, eh bien, ça continuait de marcher puisqu'il y avait une aide financière qui était apportée. Mais quand on a dit ça, et voilà, on a essayé, nous, de se concentrer sur ce qui allait se passer demain. Et c'est pour ça que dans la ligne de conduite qu'on s'est donnée, on a essayé de raisonner avec des modes de financement différents. Et une autonomie financière qui a fait dire, d'ailleurs, certains partis politiques qu'on a rencontrés, mais vous écrivez le programme du FLNKS, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qui se passe au MEDEF? Mais la réalité, c'est qu'on est juste pragmatique et qu'à un moment donné, les transferts de l'État probablement vont se réduire. Donc voilà, on est parti de ça. Donc on n'est pas en train de se dire tout a été foiré depuis 30 ans. On s'est dit en revanche comment est-ce qu'on veut faire demain avec moins de moyens, en essayant effectivement de partir d'une page blanche, pas en réinventant l'eau chaude, parce que ce qu'on a fait beaucoup, et on le dit en toute humilité, c'est qu'on a été chercher des exemples sur d'autres territoires qui ont, avant nous, connu des difficultés. J'ai cité l'Islande, j'ai cité la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, on s'est dit que c'était, et on a beaucoup travaillé notamment sur le modèle maori et du développement économique en terre coutumière, et ça on l'a partagé avec nos interlocuteurs ici, les jeunes Kanaks qui souhaitent entreprendre terre coutumière. On est allé chercher des modèles qui fonctionnent ailleurs. Et à un moment donné, oui, on parie sur une intelligence collective. Et c'est pour ça qu'en effet, on a mis beaucoup le pied dans la porte, qu'on considère que c'est important d'être dans cette réunion, et là pour le coup on ne maîtrise pas effectivement les conclusions qui vont en sortir, mais à chaque fois qu'on a pu expliquer, à chaque fois qu'on a eu 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, alors des fois 2, pour expliquer notre vision, ce n'était pas inutile. Et on continuera. Je peux dire que ça fait longtemps qu'on a commencé, enfin ça fait longtemps, non, ça fait 2 ans, c'est rien en réalité, mais je veux dire, on a passé beaucoup de temps à expliquer, comme vous dites, et aucune des minutes qui a été consacrée à ce dialogue n'a été inutile. Oui, mais on a quand même, ça fait déjà un moment qu'on parle avec un certain nombre d'interlocuteurs, on ne se découvre pas à Paris. Alors, monsieur, juste pour compléter, monsieur Lecotte, je pense qu'il y a aussi le process. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on va apporter d'ailleurs à Paris, c'est pas tant nos travaux, parce que évidemment, les travaux, on n'aura jamais le temps, et c'est peut-être pas d'ailleurs à Paris qui doivent être exposés. En revanche, ce qu'on va porter, c'est la méthode. La méthode que quand tout le monde se réunit, on arrive à des résultats qui fonctionnent et des résultats consensuels. Et ça, on l'a fait pour l'économie, mais demain, on peut très bien le faire pour des questions institutionnelles. Mais pour ça, il faut que, évidemment, que les personnes viennent. Il faut que... on a toujours dit, nous, on gagnera tous ensemble, on perdra tous ensemble. Et donc, pour gagner tous ensemble, il faut que tout le monde accepte de se réunir et de rentrer dans un process de discussion et d'échange. C'est ça, en fait, que l'on veut. Et moi, je suis persuadé, parce qu'on l'a vécu, que dès qu'on rentre dans ce process de discussion et d'échange, on a des résultats fantastiques. Même si les gens sont complètement différents, même s'ils viennent de milieux ou politiques, ou économiques, ou autres, ou associatifs, mais on a des résultats fantastiques et on a des résultats partagés.
Moi, j'aimerais revenir sur l'aspect population, puisque c'est un aspect très politique, certes, mais également très économique. On sait qu'on a une population, effectivement, qui est inférieure à 300 000 habitants. Ça veut dire un marché très étroit, où les règles de la concurrence fonctionnent mal, où également nous n'avons pas de solution industrielle véritablement pérenne et véritablement efficace, puisqu'on le sait, hein, la plupart des systèmes qui sont définis en métropole ou ailleurs le sont pour des bassins de population de 700, 800 000, voire 1 million d'habitants. On a l'exemple avec le Medipôle, qui est un superbe outil, mais c'est un outil pour un bassin de population d'1 million. Donc on les a effectivement pas. Pareil pour tout ce qui est traitement de l'environnement, etc. Pour autant, c'est une population qui, quelque part, est voulue par un certain nombre d'acteurs du monde politique. Et donc, nous avons intégré cet élément, et notamment dans le cadre du modèle fiscal que nous avons présenté. C'est un modèle fiscal qui, effectivement, fonctionne sur des pays de petite taille, puisque l'Islande l'a mis en œuvre. Hein. C'est un système qui est basé sur les théories beveridgiennes par rapport aux théories bismarckiennes. Et ça fonctionne en Islande. Ça a permis à l'Islande de se relever après la crise des subprimes. Et ça reste efficace pour un petit territoire. Ça génère de la prospérité, c'était notre objectif. Donc ça va accroître, in fine, l'attractivité du territoire. Et nous pensons que c'est cette attractivité qui permettra tôt ou tard à la population d'augmenter. Pour autant, je vous rejoins, il faut que durant les négociations, eh bien, il y ait une ouverture et un possible accueil de cette nouvelle population, et que l'ensemble des forces politiques du territoire acceptent le fait que l'on puisse peut-être croître et atteindre une masse critique plus intéressante, peut-être le million, mais au moins les 500 000 habitants. Juste très rapidement, parce que on n'a pas fait un meeting pour que ce soit les politiques qui parlent, mais non, sur ce que tu disais sur le procès en indépendantisme, du fait de dire il n'y aura plus l'aide de la France. Mais non, en fait, qu'on soit indépendantiste ou autonomiste, il faut que la CEI, elle vole de ses propres ailes. Donc je crois qu'il faut vraiment dire ce projet, il n'est pas politique, il fonctionne. Et moi, c'est un discours que je tiens auprès de nos amis indépendantistes, c'est que s'ils sont vraiment indépendantistes, ils doivent avoir une économie qui tient la route. Deuxième chose, je crois qu'effectivement, il y a un problème de connaissance du monde économique. J'ai beaucoup d'élus qui viennent du public, qui n'ont jamais géré une entreprise, qui n'ont jamais eu à redresser une boîte en faillite, qui n'ont jamais eu à licencier du personnel, qui n'ont jamais eu à affronter ce qu'affronte un chef d'entreprise. Ils n'ont jamais eu à remettre de l'argent dans une boîte qui perd de l'argent. Mais je pense qu'en fait, ils ont soif d'apprendre. Et donc, moi, je vous invite à vraiment leur faire découvrir le monde de l'entreprise, à les accueillir, à leur montrer les choses, parce qu'on est plus face à un problème d'ignorance qu'un problème de malveillance, en réalité. Oui, ça marche. Je suis curieux de revenir et d'avoir votre commentaire sur justement les effets de la taille de l'économie dans un contexte où la Nouvelle-Calédonie est une économie en plus assez fermée depuis longtemps. Ce qu'on appelle fermée, c'est que finalement, il y a très peu d'exportations, hors nickel. Or, le niveau de technicité des entreprises sur la Nouvelle-Calédonie, l'administration, etc., ne devrait pas nous faire ressembler à un pays africain des années 90 qui subit un plan de redressement du FMI. Or, pourtant, d'augmenter la TGC très inégale, très inégalitaire, même si on rehausse les bas salaires, touche le structurel. Donc, ma question, dans vos débats, pouvez-vous me commenter, je suis assez curieux, c'est peut-être un aspect rikiki du sujet, mais quelle part donnez-vous à cette problématique que finalement la Nouvelle-Calédonie a du mal à importer pour exporter? Ça donnerait, et ne me croyez pas militant de la FINC, mais pour une certaine dynamique de la transformation sur notre territoire, à domestiquer des segments à très haute valeur ajoutée, dans le cadre de la mondialisation, d'arriver à financer tout ça de façon à donner un autre ballon d'air à l'économie, puisque nous ne sommes pas assez nombreux.
Quelle part dans vos débats a eu ce type de sujet qui est de se tourner vers justement le fait de bien prendre sa place dans la région Sud-Pacifique ou à l'échelle mondiale? Eh bien justement, sur cet aspect, déjà, oui, on a effectivement longuement débattu là-dessus, on réfléchit encore sur ces aspects-là. Déjà, ce qui est important quand vous parlez de développement du tissu industriel local ou de l'économie locale, eh bien, on le soutient effectivement, mais dans le cadre des secteurs d'avenir que l'on a définis. C'est dans ces secteurs d'avenir, qui sont aussi des secteurs où nous pouvons avoir un avantage concurrentiel majeur, ou en tout cas des atouts qui sont inhérents à la Calédonie, qu'il faut faire porter nos efforts en priorité. Ça, c'est, on va dire, le point de développement économique pur. Ensuite, on est parfaitement conscient de la situation de la Calédonie, qui est un marché fermé, un petit marché. Donc, ce qui est important pour toutes les entreprises et pour nous tous, ce sont nos consommateurs, parce que ce sont nos clients. Et que sans clients, il n'y a pas d'entreprise. Et sans prospérité, il n'y a pas de possibilité d'être client ou d'acheter quoi que ce soit. Et c'est tout le sens du modèle fiscal que l'on a essayé de construire et que l'on soutient aujourd'hui. Alors Mimsi est allé rapidement dans la description du système, parce qu'on pourrait là aussi passer des heures à le décrire et qu'on était plutôt ici pour vous présenter le modèle institutionnel et on va dire nos apports que l'on peut faire en termes institutionnels. Mais il y a un aspect qui est très important dans ce système, c'est qu'effectivement on supprimerait l'ensemble des charges pesant sur le travail, mais il y aurait un effet redistributif extrêmement fort. Il ne s'agit pas d'une petite mesurette ou d'un petit gadget. Sur la totalité des charges salariales et patronales récupérées, il y aurait aujourd'hui le curseur qui est aujourd'hui le curseur d'études, il peut encore varier. On est à 55% qui serait redistribué pour les salariés, les bas salaires en priorité, mais aussi les classes moyennes, et 45% qui seraient conservés par les entreprises. À quoi serviraient ces 45%? Bon, après, chaque entreprise choisira et verra midi à sa porte, mais pas forcément à restaurer des marges ou à générer des dividendes pour ses dirigeants, mais à restaurer ou plutôt à améliorer la compétitivité de ces entreprises. Et donc, certes, il va y avoir un effet inflationniste du fait de l'augmentation de la TGC, pas aussi important qu'on aurait pu le penser, et c'est ce qui a montré encore l'étude d'impact d'Olivier Sudry, qui est très intéressante à ce niveau-là. Mais surtout, cela sera compensé tôt ou tard par le gain de compétitivité réalisé au niveau de l'entreprise, qui sera effectivement capable à ce moment-là de générer, à moyen terme certes, mais de générer un effet de baisse des prix. Et peut-être même de pouvoir conquérir à terme une compétitivité internationale et de pouvoir exporter, au moins sur la zone pacifique, au moins sur la zone de l'arc mélanésien, qui sont des pays qui, par essence, sont proches de la Calédonie et sur lesquels on devrait pouvoir rayonner. Et à ce titre, nous avons un véritable atout et une véritable carte à jouer en tant que représentant de la culture française, je n'ose pas dire de la civilisation française, mais en tout cas de la culture française, par rapport à nos voisins et néanmoins amis anglo-saxons qui sont mal perçus ou du moins plus difficilement acceptés économiquement du fait de leur hégémonie sur la région. Donc c'est un petit peu les objectifs du système et c'est ce à quoi nous avons pensé, mais nous continuons à réfléchir et nous continuons à travailler sur ces aspects. Bonjour. Dans votre réflexion sur la fiscalité, donc vous avez, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous avez réfléchi à, si j'ai bien vu, une espèce de prélèvement universel qui irait, je pense, dans le sens de la simplification, de la transparence, peut-être même de l'équité. Est-ce que vous avez aussi poussé la réflexion jusqu'à son corollaire qui pourrait être le revenu universel, qui là aussi peut-être serait une sorte de simplification des aides, de certains millefeuilles, ou même voire d'une relance économique? C'est une question comme ça un peu utopique, mais peut-être on en a besoin. Et aussi pour rebondir sur la taille du pays, je pense que la chance de la Calédonie, c'est aussi peut-être d'être en petit territoire, avec une petite population, et donc aussi peut-être un formidable laboratoire pour la France, pour nous-mêmes. Alors, pour répondre à votre question, on a débattu avec notamment des gens qui portent cette idée du revenu universel, et on a des grands débats entre nous parce que voilà, c'est une idée qui est vraiment pas du tout inintéressante. C'est quelque chose qui
qui est porteur de beaucoup d'éléments. Pour autant, pour l'instant, on s'est un petit peu arrêté à la notion de fiscalité. La question qui concerne la redistribution, elle est éminemment complexe. Déjà parce qu'on a des aides, en gros, la solidarité est différente. Là, je rejoins votre point, selon les provinces. C'est pas la même, parfois même selon les communes. Enfin bref, donc il y a tellement d'échelles en Nouvelle-Calédonie qui traitent de la solidarité que envisager le revenu universel, pour l'instant, c'est une marche qui est extrêmement lointaine. Quand on aura assis un système fiscal rénové, simplifié à l'extrême, parce que là, ce qu'on propose, c'est quand même une simplification, vous l'avez compris, qui est très importante de notre fiscalité, qui devient du coup aussi beaucoup plus équitable, d'une certaine façon, évidemment, se posera la question de la redistribution. Le revenu universel pose un certain nombre d'hypothèses et de solutions. Ça fait partie d'un certain nombre de réflexions, mais on n'a pas abouti à une position consensuelle sur le sujet, pour répondre à votre question. Voilà. Et c'est vrai que pour le moment, on est plutôt sur l'égalité des chances et des opportunités pour tous et l'accès à la prospérité individuelle pour tous. Déjà, c'est dans un petit peu notre ADN pionnier et notre ADN de chef d'entreprise. Mais on est aussi convaincu que déjà, ce premier pas de pouvoir accéder à l'épanouissement personnel et la réalisation personnelle serait un pas considérable. Bonsoir. Excusez-moi. Je voulais vous remercier et vous féliciter. J'avais une question, en fait, parce que vous parlez beaucoup d'inégalité, de proximité également, et le fait que la démarche est pour tout le monde. Je voulais savoir si vous vous étiez rapproché d'associations comme l'association des entrepreneurs Kanak, par exemple, parce qu'il y a en fait quand même une bonne dynamique chez la jeunesse mélanésienne qui a envie aussi de bouger, qui est parfois aussi lassée en fait du bouchon institutionnel et politique qu'ils ont au-dessus de la tête. Donc est-ce que voilà, c'est des démarches que vous faites, et est-ce qu'il y a des tournées qui sont prévues sur les îles, la côte Est, pour aller justement dialoguer et essayer en fait de traîner la dynamique et l'énergie là où elle est? Alors, l'association des chefs d'entreprise Kanak faisait partie du groupe de travail sur la réduction des inégalités, faisait partie aussi du groupe de travail sur l'économie intercoutumière et l'économie des tribus. Donc oui, c'est une démarche qu'on a faite. Et ça pose aussi pour nous un vrai souci de la société civile en Nouvelle-Calédonie. On voit bien que déjà, un élément important, depuis le dernier recensement, plus de 50% de la population kanak vit hors milieu coutumier. Donc c'est la première fois de l'histoire du monde kanak. Plus de 50% des kanaks vivent dans les villes. La société civile, pour nous, elle est un vrai indicateur de démocratie saine. On est persuadé que la démocratie participative, sans être utopiste et utopique, est un vrai soutien de l'action publique en Nouvelle-Calédonie, un vrai soutien de la démocratie représentative de nos élus, parce qu'on n'est pas assez nombreux. On a besoin de toutes les forces vives de la Calédonie pour faire avancer ce pays. Et on voit bien que la société civile en milieu kanak est en naissance et commence à poindre du nez, mais qu'elle n'est pas encore aboutie et pas encore sereine. Et c'est normal. Mais ça veut bien dire que notre société doit avancer, que notre pays doit avancer et qu'on doit accompagner et amener tout le monde. Je vais juste donner un exemple là-dessus. Aujourd'hui, selon les accords de Nouméa et de Matignon, la représentation de la société civile, et coutumière ou civile, s'appelle le CESE et s'appelle le Sénat coutumier. On voit bien que d'ores et déjà, à l'évocation déjà de ces deux institutions, on a déjà un problème de représentativité. Donc c'est pour ça qu'également dans nos réflexions, il y a une remise en cause totale, pleine et entière, et discuter avec les partis du CESE. Le CESE aujourd'hui, comme il est constitué, comme il est nommé, quelles sont ses attributions, ne peut pas être la représentation de la population civile. Aujourd'hui, le Sénat coutumier, comme il est représentatif, comme il est nommé, n'est également plus la représentation de la population mélanésienne. Aujourd'hui, la première question quand on pose aux populations kanak de dire quelle est la représentation pour vous
de l'autorité coutumière, ce sont les aires. Ce n'est pas le Sénat coutumier. Donc, également, dans nos réflexions, on est allé jusqu'à cette démarche-là de dire, OK, très bien, on veut que la société civile soit présente demain dans les institutions, ou du moins puisse participer à des réflexions. Oui, mais on voit bien que déjà le modèle institutionnel ne colle pas à ce que l'on souhaiterait, mettre en place demain. C'est-à-dire qu'on a un CESE qui ne colle pas à ce que l'on souhaiterait, et on a un Sénat coutumier qui ne colle pas non plus à ce que souhaiterait la jeunesse kanak. Et pour compléter sur ce que vous aviez demandé, effectivement, initialement, on avait prévu des déplacements un petit peu partout sur le territoire, y compris dans les îles. Ça devait se faire dans la première séquence de travail de NCECO. Malheureusement, on en rêvait et on était encore dans notre belle petite bulle sanitaire sans Covid. Malheureusement, avant qu'on ait pu le mettre en œuvre, eh bien, le variant Delta et après le variant Omicron se sont invités à nos réunions et nous avons été contraints d'annuler l'ensemble des déplacements qui avaient été prévus. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on ne les a pas réactivés et on n'a pas encore prévu de déplacement de ce type. Merci de votre présence. J'espère que ça vous a éclairé, j'espère que ça vous a inspiré et j'espère que ça vous a donné confiance. La route est encore longue et le chemin est certainement pentu. Hein, mais bon, on y croit et on y va positif et enthousiaste. Merci, bonne soirée.